les céréaliers du Québec et l'ELI, fiers partenaires de l'émission Zone agricole. Bonjour, au programme cette semaine, on vous plonge dans la Bible de l'agriculture, le rapport Pronovo, l'étoile du Nord du ministre de l'Agriculture André Lamontagne. Bienvenue à Zone agricole. Le rapport Pronovo, c'est une institution en soi. Jean Pronovo fut un sous-ministre des plus brillants. Il fut aussi le président fondateur de l'Institut Jean Garon. Il a laissé derrière lui sa marque indélébile. Tout le monde se réfère au rapport Pronovo, mais quelles orientations ont été appliquées? En 2008, dans un rapport de 200 pages, il a redéfini l'agriculture de demain après plus d'un an de consultation auprès des producteurs, des syndicats et de la population. Il a tracé la ligne, comme on dit. Qu'ont fait la pléiade de ministres qui se sont succédés depuis 2008 au MAPAC? Cette émission est l'occasion de faire le point. Dans cet épisode, on rencontrera également Guy Duval pour sa revue de presse, le coup de poing et le coup de gueule de Yann Turmine. Et bien sûr, dans le Zoom économique, on vous emmène ailleurs, dans les grandes cultures, à la rencontre de Mike Verdonck. Mais avant tout, place à l'histoire du rapport Pronovo avec Simon Bégin. Bonjour Simon. Yannick. Oui. Alors oui, Yannick, tu l'as mentionné, on est en 2008. Ce grand moment dans l'histoire de l'agriculture contemporaine, le dépôt du rapport Pronovo. En fait, c'est le rapport de la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Québec. Écoute, c'était une grande journée, le 12 février 2008, donc ça fait un petit peu plus que 16 ans, et ça a été très bien accueilli par la presse. Alors, il y a des titres un peu dithyrambiques. On a parlé d'une révolution agricole, on a parlé de changer ou périr, on a parlé d'un rapport historique. Et en même temps, ça a été un enterrement de première classe. La journée même du rapport, de la conférence de presse, une des 47 recommandations du rapport, qui était très large, prônait la fin du monopole syndical. Et l'UPA s'est levé et a dit « on ne veut rien savoir ». Et, bon, le ministre, n'écoutant que son courage, a mis le rapport sur la tablette. Alors, si on veut aller avancer le temps, nous, on se rapporte à ce moment-là, en 2018, au 10e anniversaire. Nous, à l'Institut Jean Garon, tu l'as mentionné, le président fondateur, c'est M. Jean Pronovo. Donc, le rapport Pronovo, on l'a dans notre ADN. Il n'y a rien de plus qu'on voudrait voir que de le voir se réaliser, ajuster à la réalité d'aujourd'hui. Mais en 2000... Il y a eu un rapport, en fait, un bilan au bout de 10 ans. Oui, en 2010, l'Institut a pris l'initiative de faire le bilan et la conclusion était assez simple. Tout ce qui est là-dedans est encore pertinent. C'est sûr qu'il faudrait rajouter des considérations sur les changements climatiques. C'était moins évident en 2008, mais l'essentiel reste encore à faire. Et il était encore tellement pertinent que le premier ministre lui-même, M. Couillard, au moment de lancer une nouvelle consultation en vue d'une nouvelle politique agroalimentaire, le brandit, il le dépose sur la table et dit « Voilà, c'est ça qu'on doit faire, le rapport Pronovo, 10 ans plus tard. » Malheureusement, on est maintenant rendu au 16e anniversaire du rapport Pronovo. Le ministre Lamontagne a beau dire que c'est son étoile du Nord, il reste encore beaucoup de choses à faire. Il est plus nécessaire que jamais. Et entre autres, nous, on avait identifié 2 points centraux dans le rapport Pronovo. Que le MAPAC reprenne le leadership de l'agriculture au Québec et qu'il y ait une refonte de la gouvernance dans la plupart de nos grandes institutions agricoles. Alors, c'est quelque chose qu'on va suivre. D'ailleurs, on va en parler avec Michel Saint-Pierre tout à l'heure et Suzanne Dion, qui était la secrétaire générale. Exactement. Merci, Simon. On passe à la revue de presse. Merci. Alors Guy, cette semaine, on est quasiment sûr on n'est pas sûr d'aller sur Mars encore, mais on est quasiment sûr de boire du lait qui ne vient pas des vaches. Oui, c'est quand même assez exceptionnel parce que on sait qu'on boit du lait de vache pour la plupart. 80% des gens dans le monde prennent régulièrement du lait. Alors, tu as du lait qui vient de l'animal, particulièrement de la vache parce qu'il y a d'autres sortes de lait. Tu as du lait végétal. Et maintenant, c'est le lait synthétique qui s'en vient. Qu'est-ce que c'est du lait synthétique? C'est du lait qui va être produit en laboratoire. Alors, actuellement, Ottawa vient de
donné l'autorisation à une compagnie israélienne qui s'appelle Remilk à produire du lait synthétique. Alors ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau qui va peut-être d'ailleurs changer la dynamique dans la production laitière et dans la consommation, en fait. Oui, absolument, parce que ce produit-là, qui est le lait, va avoir la même texture que le goût. Ça va être autant pour la crème glacée, le lait, le yogourt et le fromage à la crème. Alors, il n'y aura pas de différence. Est-ce que ça va faire... Est-ce qu'il va y avoir un problème avec la Fédération des producteurs de lait? Ça, j'allais dire, parce que est-ce que le terme de lait LAIT, le lait LAIT venant de la vache, est-ce que ça va être accepté? Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser à volonté dans les commerces? Ça, c'est sûr que c'est à voir, parce que là, ça va prendre encore des investissements, ça va prendre encore de la recherche, mais c'est à nos portes, là. C'est le lait synthétique. Autre sujet, on sait que les députés, en fait, se sont octroyés des augmentations de 30% cette année, mais là, on apprend que les travailleurs étrangers vont coûter peut-être 49% plus cher qu'en 2016. Oui. En fait, le 1er mai de cette année, le salaire minimum va augmenter de 15,25 à 15,75 $. Mais une particularité pour la production agricole, les agriculteurs paieront 16,02 $ de l'heure pour les agriculteurs. Une chose qui arrive, parce que les agriculteurs ils disent « Ouais, mais il n'y a pas juste ça, là. Il y a aussi tout le côté transport, le côté logement qu'on paye aussi. » Puis il évalue que ça représente environ 3,50 $ de plus. Qui s'ajoute à leurs 16 $. Oui, c'est comme ça qu'ils calculent. Donc, ils prétendent que les travailleurs étrangers temporaires paieront 19,52 $ de l'heure, ce qui fait, comme on a dit tantôt, 49% d'augmentation depuis 2016. Donc, ce qui voudrait dire que si on tient compte des calculs des producteurs, 19,52 $ de l'heure, ce serait le prix que coûterait un travailleur étranger cette année. Oui. Merci, Guy. Alors, bonjour, Michel Saint-Pierre, coprésident de l'Institut Jean Garon. Bonjour d'être avec nous. Bonjour. Suzanne Dion, secrétaire générale du rapport Pronovo. Michel, on est content de vous avoir parce que vous étiez l'instigateur, Simon l'a dit dans la présentation, vous étiez l'instigateur. Avant qu'il y ait le rapport, il y a eu la commission. Et celui qui a dit go à la commission, c'est Michel Saint-Pierre qui était sous-ministre à l'époque. Bien, non. Celui qui a dit go, c'était le premier ministre ultimement. J'ai préparé la documentation. J'ai passé les étapes, évidemment. Il y a le ministre de l'Agriculture de l'époque, qui était Yvon Vallière. Et donc, il fallait convaincre tout ça de lancer le gouvernement, dans le fond, dans une nouvelle aventure du même type qui avait déjà eu lieu des années 60 avec la commission April. Et pour moi, à l'époque, comme sous-ministre, il était important qu'on se lance dans une nouvelle démarche de planification de notre agriculture. C'était de comprendre où était rendue l'agriculture et vers quoi elle devait aller, c'est ça? Oui. Il fallait avoir un regard sur l'avenir. Et il me paraissait important aussi qu'il y ait une vision de cette chose-là. Où est-ce que l'agriculture s'en va? On fonctionnait un peu en pièces détachées, en fait. Quand il s'agissait de programmes, c'était pour des mesures ciblées, dans un temps très précis. Et on cherchait aussi à avoir quelque chose qui était un caractère universel. Or, l'agriculture du Québec, elle ne peut plus se satisfaire de mesures de type horizontal, universel. Il y a des spécificités très grandes ou des différences très grandes au niveau des régions. Les gens ne veulent pas non plus avoir nécessairement faire la même chose. On n'est pas des copier-coller là-dedans. Alors, Suzanne, vous étiez très proche du rapport, très proche de la rédaction du rapport, parce que vous étiez secrétaire général du rapport Pronovo, de la commission, en fait. Et vous diriez, en fait, Simon nous a fait le bilan en nous disant il n'y a pas tant d'applications concrètes qui se sont établies depuis les 15-16 dernières années. Vous, est-ce que vous diriez que le rapport a eu toute l'attention qu'il devait avoir de la part des politiques? De la part des politiques, non. Évidemment, comme Simon l'a dit, ça a été très, très bien reçu de tout le monde, sauf de l'UPA. Et on en parle encore 16 ans après, alors c'est sûr qu'il a été entendu quelque part. Et en fait, si on voulait résumer le rapport en une seule recommandation, on recommandait là-dedans
que le gouvernement soutienne une agriculture plurielle, une agriculture où il y aurait des petites, des moyennes, des grandes fermes qui vivraient en harmonie, avec des formules différentes, des modèles d'affaires différents et des productions différentes. Et finalement, ça, c'est en train de se réaliser, mais avec des initiatives privées, soit collectives, soit individuelles, mais toujours des initiatives qui viennent du milieu. Des initiatives qui sont plutôt en marge, je dirais, des grandes décisions politiques. C'est ça. C'est pas suffisamment, à mon avis, appuyé par le politique, justement. Alors, dans ce rapport, en fait, bon, il en a parlé aussi dans l'introduction, Simon, la fameuse recommandation 47, est-ce que c'est réellement le... Bon, parce qu'en fait, on sait que c'était la volonté de M. Pronovo, suite aux consultations, de dire peut-être qu'il faut ouvrir la syndicalisation à plusieurs syndicats. À l'époque, l'Union paysanne était très, très, très forte, d'ailleurs, dans sa représentation. Est-ce que c'est cette recommandation 47 qui a été le frein au rapport Pronovo? Probablement, effectivement, que c'est ce qui a nui le plus, c'est-à-dire que, étant donné que l'UPA n'était pas d'accord avec ça, bien, ils ont rejeté l'ensemble du rapport. Alors, ça a été plus difficile pour les ministres qui se sont succédés de donner suite au rapport. Mais, en fait, la Commission ne pouvait pas faire autrement, parce qu'il y a là un problème démocratique, en fait. Les gens qui ont voté pour la situation actuelle, ce ne sont pas les pères des agriculteurs actuels, ce sont leurs grands-pères. Et il n'y avait pas une femme, évidemment, à ce moment-là, qui participait aux instances. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait des moyens de faire en sorte que les agriculteurs choisissent eux-mêmes des formules. Et c'est le seul endroit au Québec où il n'y a qu'un seul syndicat agricole. Oui, le seul endroit au monde, en fait. Mais oui. ça n'a pas évolué depuis 2008. Là. On est resté à la même place, effectivement. Oui. Alors, Michel, toi qui as connu de très près en fait, ce débat-là en fait, autour de la 47 et autour de l'ensemble du rapport, et puis tu m'as souvent dit que le navire agricole, je pense que c'est un terme que tu avais déjà utilisé, le navire agricole est un grand paquebot géant qui est difficile à déplacer. Puis là, la question que je me posais, c'est justement, est-ce que ce paquebot géant, il n'est pas non plus freiné en fait, par les producteurs actuellement qui sont un peu réfractaires aux normes environnementales? Parce qu'on sait que le rapport Pronovo, il veut de l'agriculture plurielle, l'agriculture durable, puis on le voit avec ce qui se passe en France actuellement, puis ça commence à avoir des échos ici aussi. Les producteurs nous disent, bah oui, mais c'est trop de normes, c'est trop de protection, il faut nous laisser plus de liberté. Donc le rapport Pronovo, il vient un petit peu en conflit avec ça aussi. Oui, mais j'hésiterais quand même à faire trop de rapprochements entre la situation qui se passe en France et celle-ci, parce qu'elle est plus complexe en France. D'abord, elle tient au fait qu'il y a une politique agricole commune qui a toujours été un peu reçue de façon tiède. Il y a aussi plus de normes qu'il y en a ici, plus d'interdictions qu'il y en a ici d'utilisation, et ça revient un peu tellement que le gouvernement fait marche arrière sur ce plan-là. Donc, nous, effectivement, on entend souvent des critiques, mais entre ces critiques-là et en faire on va dire, une démarche là, aussi tonitruante que celle des producteurs français, j'hésiterais beaucoup. Est-ce que le blocage sur le rapport Pronovo, au-delà de la 47, là, est-ce que c'est globalement le lobbying syndical, en fait, qui fait blocage au rapport Pronovo? Je dois dire que même, avant même que le rapport soit déposé, au moment même où le projet de commission d'avis sur l'agriculture a été lancé par le premier ministre, il y avait déjà des réticences. L'UPA de l'époque, les gens de l'époque, avaient déjà mentionné qu'ils n'aimaient pas cette formule-là. Ils étaient habitués et très aguerris au sommet sur l'agriculture, une démarche qu'ils contrôlaient bien et pour laquelle ils étaient toujours majoritaires. Mais quand il s'agit d'une commission qui, elle, part neutre, avec quelqu'un qui n'est pas apparenté à quelconque organisation, bien là, on se dit, qu'est-ce qui va arriver? On ne contrôle pas. On ne contrôle pas la fin, on ne contrôle pas les messages. Et voilà. Et ça, moi, je l'ai perçu dès le premier jour. Parce que les agriculteurs eux-mêmes ne sont pas contre les recommandations du rapport Pronovo. Ils les appliquent là, en grande partie actuellement.
Donc en fait, c'est plutôt l'establishment qui a une problématique avec le rapport Pronovo. Oui, mais pourtant, on dit l'establishment, mais moi je me souviens avoir vu Philippe Couillard, quand il était Premier ministre, lever le rapport Pronovo dans une journée bioalimentaire en disant à l'ESSAR, Christian ministre de l'Agriculture, c'est ça qu'il faut faire. On a vu Paradis se glousser quasiment de l'arrivée du rapport Pronovo à travers l'Institut Jean Garon. On a vu le ministre Lamontagne, dans son premier mandat, répéter plusieurs fois « c'est mon étoile du Nord ». Donc on dirait qu'il y a cette volonté quand même, quand on est au pouvoir, de dire oui, le rapport Pronovo, ils sont conscients de la valeur du rapport Pronovo. C'est ce que je comprends. Oui, ça certainement. Les mots qui sont utilisés, l'étoile du Nord est un exemple, démontre bien qu'il y a quelque chose là-dedans d'inspirant. Il y a effectivement, c'est probablement une des grandes caractéristiques du rapport Pronovo, c'est qu'il y a une vision d'avenir. Et il amène l'agriculture, il se pose des bonnes questions, et il l'amène dans un horizon de 15 ans. Dire, on devrait faire ça. On devrait faire ça pour, par exemple, développer nos régions qui ont perdu beaucoup dans la concentration du secteur laitier, notamment. Là. Mais c'était un gros facteur. Est-ce que dans un avenir proche, on peut penser, bon, d'abord l'UPA a évolué depuis 15 ans aussi, les présidents ont changé. Est-ce que cette discussion entre la Société des agriculteurs, l'UPA, le MAPAC, est-ce que ça peut changer? Est-ce qu'il peut y avoir une comme de collégialité en fait sur l'occupation du territoire qui pourrait faire en sorte que finalement un jour l'UPA reconnaisse dans le rapport Pronovo il y a des bonnes choses. Oui, et je pense qu'ils en changent aussi par des programmes, par exemple les programmes de l'ASRA, où ils changent des choses au ministère, puis ils ont des initiatives, mais des initiatives qui ne vont pas au cœur de l'affaire. Pour vraiment avoir un grand changement, il faudrait changer la manière d'aider financièrement l'agriculture, le soutien financier à l'agriculture. Ça, Michel peut en parler davantage, évidemment. Oui, bien évidemment, j'ai produit, moi, un rapport qui a été complémentaire à celui du rapport quelques années après le rapport Pronovo. Quelques années après, pas longtemps, 12 mois plus tard, effectivement, et qui donnait, en le fond, qui amenait le soutien vers un modèle beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ferme, global, et non pas production. Ce qui est là, dans le fond, dans le monde, on a compris que c'était ça la voie depuis très longtemps. Sauf qu'ici... Mais d'ailleurs, quand on dit soutien à la ferme globale, si on se réfère à une émission qu'on a fait récemment sur la COP28, je pense qu'on disait que dans la COP28 aussi, on a fait référence au soutien à la ferme globale. Tout à fait. Il y a 136 pays, je pense, qui ont signé une déclaration. 160 pays, je pense. 160 pays qui ont signé une déclaration dans ce sens-là, qui vise, en fait, le retour à, d'abord, une ferme... en fait, de dimension plus familiale, un peu un retour, là, peut-être signe un peu la fin de la mondialisation de notre modèle agricole. Mais ce qui veut dire que Jean Pronovo, finalement, à travers son rapport, a été très visionnaire, très précurseur. Et le Québec aurait pu se positionner comme un précurseur, finalement. Il a raté une coche, là. Jean Pronovo était visionnaire, mais il a écouté des gens qui l'étaient aussi. Donc, on était dans un univers où, quand on posait des questions à des gens qui avaient une grande connaissance de l'agriculture, ils nous amenaient dans ces voies-là. Jean Pronovo n'a pas inventé les choses. Il n'a pas inventé, par exemple, la question du monopole syndical. Merci Suzanne, merci Michel. Merci. Alors, dans le Zoom économique de cette semaine, on vous emmène dans le monde des grandes cultures. On le sait, au Québec, la culture de maïs et de soya est importante. On vous fait rencontrer Maï Verdonck, président de Stellag. Bonjour Maï Verdonck, content de vous avoir en duplex comme ça et de pouvoir échanger avec vous. Déjà, Stellag, en partant, on sait que la grande culture est importante au Québec. Stellag, c'est quoi comme compagnie? Ça fait quoi dans le monde de la grande culture? Bien, le groupe Stellag, ça a été fondé, c'est moi, ma conjointe, ma sœur et mon beau-frère. On cultivait chacun de notre côté et puis on a décidé de former une compagnie pour les machines surtout et peut-être pour les achats de terres futures qu'on a acheté des terres à partir de là avec cette nouvelle compagnie. Puis c'est comme un pool de machines si on veut, là, mais elle opère pour d'autres entités. Alors, ça opère pour d'autres entités, mais expliquez-nous les machines en tant que telles, parce que moi, j'ai vu cet été, j'étais à la ferme d'Arox, il y avait notamment la fameuse machine, je pense qu'on appelle Soil Warrior, qui était présente. Vous dites que ça améliore la productivité des sols et que c'est bon pour la rentabilité donc, de l'exploitation agricole. Expliquez-nous quel est le travail que fait Soil Warrior en tant que tel, en fait.
Bien, si on regarde rapidement, le Soul Warrior, c'est une compagnie au Minnesota qui font des strip-tills, ils sont concentrés surtout à faire des strip-tills. Nous, on est dealer dans l'Est du Canada pour l'entreprise. Et puis, on l'a instauré sur notre ferme en 2012, je crois. On avait commencé à faire du strip-till, à s'intéresser à ça en 2008. Et puis, on aimait la rentabilité du strip-till, l'efficacité du strip-till. Et puis, peut-être nous expliquer pour les téléspectateurs qui sont moins connaisseurs de l'agriculture, le strip-till exactement? Le strip-till, on se trouve à travailler juste une bande. Au lieu de travailler le terrain à la grandeur, on travaille juste une bande à tous les 30 pouces, celle qui va être semée. Dans le fond, on travaille toujours la même bande, on fertilise toujours la même bande. Donc, on va chercher l'efficacité là, dans le fond. On travaille moins large, donc on travaille aussi large. On peut aller large sur moins grande superficie, c'est plus facile à tirer. Donc, de où l'efficacité. Puis le fait de nourrir le sol directement sous la plante, localisé, c'est là qu'on va chercher la coche, le strip-till, sur l'efficacité et sur le rendement surtout. Donc, c'est un travail de précision, en fait, que vous amène cette machinerie, en fait. Exactement. Puis en même temps, ça protège les sols parce que les matières organiques augmentent et le fait c'est une machine qui dérange pas beaucoup le sol. C'est pas ils appellent ça un low disturbance system, là. Alors, vous êtes présent, vous disiez, au Québec, dans l'Est du Québec, également au Canada, ou? Bien, nous, on est dealer pour ETS. De fil en aiguille, quand on a tellement aimé la machine, un peu comme les rasoirs Gillette, là, on a décidé d'acheter la compagnie, c'est pas ça. Ils ont demandé d'être dealer. Probablement parce qu'il y avait la boréale de la langue. Puis j'ai vu que j'étais le premier à rentrer le Soul Warrior au Québec. Il m'appelait souvent, il disait « Hey, un tel a appelé, veux-tu l'appeler? » Fait que de fil en aiguille, je suis venu dealer. Mais bon, c'est pas de ça qu'on vit, là, mais quand même. On est quand même représentant dans l'Est du Canada. Là. Canada, puis Québec et Ontario, sauf un petit secteur d'Ontario. Là, Puis comment vous voyez l'accompagnement de Stellag auprès des autres producteurs? En fait, c'est quoi le rôle que vous donnez la mission que vous donnez à votre compagnie, finalement? Bien, nous, on est surtout dans la production agricole. L'efficacité, la rentabilité, c'est là-dessus qu'on travaille le plus. Puis le rendement, on va aller chercher des rendements de façon très efficace. Puis on veut travailler de plus en plus avec les engrais localisés puis les taux variables. Mais nous, ce qu'on aide beaucoup, c'est l'expertise. On s'est formé une expertise au fil des années à travailler, surtout avec le Soul Warrior, parce que moi, je considère que c'est l'une des meilleures machines de strip. C'est la plus chère, c'est la meilleure, c'est la plus chère. Mais elle garde sa valeur. Puis en même temps, on a l'expertise pour les types de sols. Parce que ces différents types de sols, c'est une différente approche. Donc, on ne peut pas juste dire on s'achète un strip-till puis on commence à stripper. Là. Il y a quand même un savoir à connaître, puis c'est de l'adapter sur notre ferme. Merci, Mike Verdon, pour ces précisions et au plaisir de vous retrouver dans une émission plus tard. Merci beaucoup. Alors Yann, comme le veut la tradition, l'éditorial de fin d'émission, et cette semaine, on a passé l'émission à parler du rapport Pronovo, qui a été créé en 2008, qui a été tabletté, on le sait, plusieurs l'ont dit, et pourtant il représentait une vision d'avenir. Alors pourquoi a-t-il été tabletté, puis considères-tu qu'il a été tabletté en fait? Bon, salut Yannick. Le rapport Pronovo, un très beau rapport, un exercice assez gigantesque d'ailleurs, plusieurs centaines de participants et tout, et qui a été en avant-garde 15 ans après. On peut dire aujourd'hui, malheureusement, que ce rapport, s'il avait été suivi, le Québec, au niveau agricole, aurait été un pays en avant-garde. Quand on est en avant-garde, c'est en avant-garde très visionnaire, sur l'environnement, gestion des programmes, tout? Ferme familiale. On prônait beaucoup la décentralisation des activités, la transformation des produits agricoles. On remettait en question beaucoup de choses quand même, là, en termes de soutien agricole. Aussi, le soutien agricole était remis en question. Il fallait avoir un soutien beaucoup plus large. On soutient les activités agricoles, on soutenait la ferme familiale au lieu de soutenir les prix agricoles qui... ce soutien-là des prix agricoles met beaucoup... D'ailleurs, même 10 ans auparavant, l'OMC disait qu'il faut arrêter ça, ça crée beaucoup de distorsions. Le rapport Pronovo a amené tout ça, un rapport très visionnaire, puis on voit aujourd'hui... En fait, c'est comme une boîte à outils qui était donnée au gouvernement. Oui. On dit, allez-y maintenant. Allez-y. Bon, malheureusement, ce rapport-là,
plein de raisons politiques. Beaucoup de gens ont dit là, que la question syndicale qui avait été mentionnée dans le rapport... Oui, la fameuse clause 47 où on dit qu'il faut mettre fin au monopole. Oui, bon. Ça a été dit, beaucoup ont dit que c'est cette clause-là qui a fait que le rapport a été tabletté. Moi, je pense que c'est une fausse excuse. Effectivement, oui, la question syndicale, plusieurs l'ont... Parce que c'était la fin du monopole. Bon, ça, c'était une fausse question. Le monopole syndical, on pourrait en faire toute une émission là-dessus. Moi, je pense que c'est une fausse question. Par contre, le rapport Pronovo soulevait quelque chose au niveau là, de la gestion des marchés. On parle des plans conjoints. Et ça, je pense que ça, c'était une grande révolution. Et ça a heurté beaucoup de monde. Alors, ça, c'est pas là... Parce que ça a joué quoi, dans le financement ça a joué dans le financement de l'agriculture. Ça a joué dans tous les systèmes de mise en marché des produits agricoles, dont les plans conjoints. C'est qui gère les plans conjoints? Ça aurait soulevé beaucoup plus de questions. Et ça, c'était beaucoup plus embêtant. Donc ça nuisait également aux syndicats, mais pas pour la bonne raison, on va dire. Bon, c'est ça. Comme on dit, les acquis, c'est toujours difficile à modifier. Est-ce que le rapport Pronovo a été tabletté? Politiquement, oui. Oui, parce qu'on se souviendra que Philippe Couillard, qui est en journée de politique bioalimentaire, le dépose devant le bureau de Lessard, du ministre Lessard, en disant ça, c'est important. On l'a vu après, Pierre Paradis en parler. On a vu le ministre Lamontagne se vanter de son étoile du Nord. Donc tout le monde se réfère au rapport Pronovo. Oui, parce que, comme je vous dis, le rapport est visionnaire. Cependant, il faut quand même, il y a beaucoup d'éléments du rapport Pronovo qui ont été introduits dans les politiques agricoles. La problématique, c'est qu'on empile une par-dessus l'autre. Ce que préconisait le rapport Pronovo, c'est on remplace, on change des politiques, on change des programmes par d'autres programmes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a empilé, puis aujourd'hui, on a des programmes comme l'Agri-Compliqué, là, c'est un empilement de programmes d'aide qui est excessivement compliqué, trop compliqué, il va falloir un jour ou l'autre les réformer. Le rapport Pronovo a donné des pistes de solutions très intéressantes. Et est-ce que le rapport Pronovo, au jour d'aujourd'hui, a encore une valeur d'actualité? Oui, parce que ce qu'on parle dans l'actualité agricole, les grandes réformes qu'on voit apparaître à droite et à gauche, notamment en Europe, même aux États-Unis, le rapport Pronovo, on en parlait il y a 15 ans. On a perdu 15 ans, c'est tout. Mais c'est encore d'actualité. Alors, écoutez, Yann, merci beaucoup pour cette incursion dans le rapport Pronovo. Nous vous remercions tous d'avoir suivi Zone Agricole encore une fois cette semaine. On espère qu'on vous renseigne sur les enjeux agricoles, agri et agroalimentaires. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Les céréaliers du Québec et l'ELI, fiers partenaires de l'émission Zone Agricole.